14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures et nous sommes sur Sud Radio, la sexualité. Nous allons en parler aujourd'hui. Et oui, c'est un pilier essentiel pour faire durer une relation amoureuse. Mais malheureusement, le désir a tendance à s'émousser au fil des années et c'est quand même tout à fait normal. Je crois que c'est important quand même de le rappeler. Mais bien sûr, c'est pas la même chose pour chacun d'entre nous. J'ai repéré différents paramètres qui rentrent en compte et je vais vous les proposer. Il y a l'âge, bien sûr. Plus on vieillit, plus notre libido va diminuer. Mais il y a aussi la qualité intrinsèque de notre libido. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de pulsions que d'autres. Et il y a cette capacité justement à vivre ces pulsions sans inhibition, et là ce sont généralement les hommes qui sont plus aidés que les femmes. Et puis il y a aussi la durée du couple et puis ses aléas, parce que les crises que va traverser une histoire, eh bien elles ont un effet assez néfaste sur la sexualité du couple. Mais ça, c'est la bonne nouvelle, il n'y a pas de fatalité, on peut entretenir une sexualité harmonieuse au fil des ans, et c'est ce que nous propose Arthur Vernon, parce qu'Arthur Vernon a beaucoup œuvré déjà pour vous aider à maintenir une belle libido, aussi pour avoir des fantasmes. Et donc, si votre sexualité est un peu en berne et que vous voulez des solutions, eh bien, c'est le moment ou jamais de nous appeler au 0826 300 300. C'est vrai, Arthur Vernon, on peut vous donner une médaille. Vous faites partie des personnes qui ont beaucoup œuvré pour que la sexualité des couples ne s'endorme pas. On essaye. Après, la sexualité des couples, la question est de savoir si ça doit se passer obligatoirement dans le couple ou à l'extérieur. Là, c'est un débat qui sera propre à chacun, à chaque personne. Bien sûr, mais c'est pas le propos du jour. On va pas revenir sur notre grande discussion de la fidélité qui n'est pas naturelle. C'est votre grand débat, je sais, et c'est évidemment pas dans la nature de l'homme d'être fidèle, mais c'est dans la nature de la société de nous le faire croire. Exactement. Alors Arthur Vernon, vous avez écrit, vous avez créé des spectacles même. Aujourd'hui, il y a 2 choses qui vous tiennent à cœur et pour lesquelles vous travaillez. Alors il y a bien sûr ce Sweet Paradise, ce bar à fantasmes parisien qui se trouve 12 rue Marie-Stuart dans le 2e, où il y a donc des spectacles qui forcément titillent la libido des gens qui viennent. C'est complètement l'objectif. C'est-à-dire parfois on a envie de rire, on va aller voir un one-man show, on a envie d'avoir peur, on va aller voir un film d'horreur, et puis parfois on a envie d'être un peu excité, et d'être excité peut-être plutôt qu'à d'être tout seul dans son coin, devant son ordinateur et regarder des films porno. Il y a des choses, une autre proposition qui est un spectacle érotique. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être émoustillé. Donc oui, on peut y aller tout seul, mais on peut aussi évidemment y aller en couple. On a beaucoup de couples qui viennent à Sweet Paradise, voir les spectacles notamment à 20h30. Et l'objectif, oui, on l'assume, c'est vraiment l'objectif, c'est de sortir de là en étant vraiment excité. Et puis comme ça, forcément, ensuite se passe ce qu'il se passera de retour chez soi. Et on peut même participer au spectacle en mettant un bracelet d'une certaine couleur. Voilà, parce qu'effectivement, on est un lieu qui reste très intimiste, parce que faire de l'érotisme, proposer de l'excitation dans une salle de 200 personnes, me semble compliqué. C'est un challenge. Donc, nous, on le fait dans une salle de 25 personnes. Donc, c'est beaucoup plus petit. Et on se retrouve avec les sweeties, qui sont les comédiennes et qui sont un peu les entertainers, qui vont être là pour faire en sorte que le spectacle se passe bien, qui vont faire des striptease, des danses torrides, parfois un peu plus, parfois c'est très explicite, ça dépend des spectacles. Et c'est vrai que les spectateurs s'en viennent participer. Justement, ouais. Ça n'a rien à voir avec un club libertin. Non. Il n'y a pas, le public qui vient peut éventuellement participer, mais il n'y a pas d'acte sexuel. Alors, je vais être plus précis. Soyons précis, justement. C'est une bonne question. En fait, je pense qu'on est l'un des rares lieux. Ne faites pas l'homme politique qui ne répond pas aux questions. Nous sommes un lieu libertin friendly, c'est-à-dire que nous ne sommes pas véritablement un lieu libertin, c'est-à-dire dans le but est de trouver une rencontre libertine. Néanmoins, le libertinage est possible chez nous. Nous avons des petits boudoirs et ceux qui veulent s'isoler dans des boudoirs parce qu'ils ont rencontré un autre couple ou une personne avec qui il y a un feeling peuvent très bien s'isoler dans les boudoirs et faire absolument ce qu'ils veulent. Mais pas avec les sweeties. Pas avec les sweeties. Sinon, ça serait du proxénétisme. Exactement. Mais en revanche, dans les spectacles, c'est vrai qu'on
qu'on demande une couleur de bracelet et nous avons 2 spectacles le vendredi soir qui s'appelle Sweet Paradise, un incroyable talent, et encore davantage le samedi soir Red Game, qui sont des spectacles libertins, c'est-à-dire que là on va un petit peu au-delà. Lorsque le spectateur vient et prend un bracelet rouge, le plus actif possible, il peut avoir des interactions sexuelles avec d'autres spectateurs. D'accord. C'est-à-dire, on met dans la mise en scène, il y a cette possibilité qu'il y ait des interactions sexuelles entre spectateurs qui aura forcément mis aussi un bracelet rouge. Entre évidemment. spectateurs, les spectateurs de bracelet rouge. Et alors justement, et que les autres ne soient pas inquiets. Il y a d'autres bracelets pour juste assister au spectacle, voire participer un petit peu sans aller jusque-là. Bien sûr. Et c'est intéressant parce que justement, la couleur du bracelet fait que si on n'a pas besoin de demander si on est d'accord ou pas, puisque la couleur du bracelet, c'est peut-être comme ça qu'il faudrait faire maintenant avec les questions de consentement. Voilà. Et justement, Arthur Vernon, vous avez l'impression qu'au fil du temps, vous avez de plus en plus de gens qui portent des bracelets rouges ? Oui, il me semble, oui, parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les personnes qui viennent chez nous pour la première fois sont un peu inquiètes. Donc, quand elles sont très téméraires, elles vont prendre le bracelet jaune qui est intermédiaire, mais le plus souvent, elles vont prendre un petit bracelet bleu. Et ensuite, elles regrettent. Donc, mais on ne peut pas changer en cours de route. Donc, la seule solution, c'est de revenir. Et donc, généralement, et ça nous convient très bien, elles reviennent une deuxième fois. Et là, elles passent généralement au bracelet rouge parce qu'elles ont envie de s'amuser aussi. Parce qu'il y a eu un peu de frustration avec le bracelet bleu. Exactement. Mais oui, bien sûr, on voit tout le monde en train de s'amuser. Et on se dit, mince, j'aurais bien voulu y aller aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'angoisse. Les gens, quand ils viennent chez nous, on sent qu'il y a une appréhension. On dit, mais où est-ce que je suis ? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de références. Sweet Paradise, il n'y a pas un lieu où on peut dire ça ressemble. Donc, ils viennent, ils savent pas trop. C'est pas non plus un club libertin. C'est pas un club libertin. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Oui. Et c'est vraiment un lieu de spectacle. Donc, et tranquille. C'est un lieu très très cosy. Enfin, il y a une ambiance. C'est un lieu très intimiste. Et en général, les gens sont toujours très agréablement surpris. Voilà. Donc, c'est à Paris. Désolé pour la province, mais si vous venez à Paris, bien c'est 12 rue Marie Stuart. Alors ça, c'est votre première grande activité avec Fleur Chérie, qu'on reçoit tous les lundis. Et puis, vous avez créé il y a un peu plus longtemps ce fameux site mysweetfantasy.com, et là c'est encore autre chose, puisqu'on peut aller sur ce site, décrire son fantasme, et puis autant que possible vous allez essayer de vous en approcher, de le réaliser avec des fantasmes très surprenant, il y a tout. Oui, il y a absolument de tout. Et là, c'est vrai que c'est un plaisir de lire tous les jours, parce qu'on reçoit des demandes tous les jours de réalisation de fantasmes et de voir ainsi ce qu'il y a dans l'esprit, dans la tête des gens. Oui, c'est très intéressant et c'est... Enfin, on n'aurait pas pu, alors moi je suis auteur aussi, auteur-metteur en scène, il y a des choses que je n'aurais pas pu imaginer. C'est vrai que la sexualité, vous l'avez dit un peu dans le propos introductif, il y a des grandes différences. On n'imagine pas à quel point on est tous très différents sur ce qui peut nous exciter. Il y a vraiment une palette très très large. Et alors pourquoi ? Honnêtement, j'ai pas vraiment l'explication, mais il y a des personnes qui vraiment développent une fascination pour telle ou telle pratique ou telle situation. Les mises en situation sont très importantes. Et bien nous, justement, on est là pour faire de la mise en scène personnalisée et vous permettre de vivre cette mise en situation. Est-ce que vous avez l'impression, puisque ça fait déjà quelques années, qu'il y a une évolution dans les fantasmes aujourd'hui, ça va vers plus de fantasmes SM, plus de fantasmes exhibitionnistes ? L'évolution, on la voit, c'est vrai qu'il y a 5 ans, quand on a débuté, on avait peut-être encore plus de demandes d'hommes, et aujourd'hui on a de plus en plus de demandes de femmes. Alors, certes, des femmes qui sont souvent en couple, mais pas que. De plus en plus, on offre un fantasme à un ami aussi. Alors ça, c'est nouveau, on n'avait pas ça avant. Donc, c'est bien parce que ça montre que la sexualité et l'érotisme rentrent dans la vie courante de tous les jours et on peut se permettre de se faire un cadeau en offrant un fantasme à quelqu'un. Donc, vous voulez dire qu'on peut... Il y a des femmes qui, par exemple, vont offrir un fantasme à leur meilleure amie exactement, ce matin. Voilà, ce matin, l'un des emails reçus ce matin, voilà, j'aimerais offrir un fantasme à mon ami. Pouvez-vous me dire, voilà, j'aimerais faire... Est-ce que je peux faire ça, lui proposer ça ? Et c'était quoi ce fantasme ? C'était une rencontre, c'était assez gentil, c'était une espèce de striptease avec 2 femmes. On a souvent ça d'ailleurs. On a le lieu Sweet Paradise, mais parfois les gens veulent un spectacle ou une interaction sensuelle. Privé, oui, voilà, soit chez eux, dans une chambre d'hôtel. Alors il n'y a jamais de sexualité, comme vous l'avez dit, parce que c'est interdit d'un point de vue de la loi française. Mais il y a énormément de choses qui sont faites pour stimuler l'imagination, de faire même des représentations des duos lesbiens qu'on retrouve sur la scène de Sweet Paradise, mais qu'on peut aussi retrouver en privé, chez soi,
fois avec un petit scénario particulier. Et puis il y a évidemment des fantasmes totalement étonnants, j'imagine. Oui, on a une personne qui souhaitait se retrouver je dirais, au milieu de sacs à ordures. Et trimballé dans une benne à ordures. Mais ils font grève en ce moment. Ah non, oui, ça va. Justement, voilà. Il fallait que les sacs soient très très odorants. Enfin voilà, il fallait être traité comme s'il était une ordure dans un. Donc ça c'est un fantasme. C'est vrai qu'on a peut-être du mal à. Ah oui, mais on est dans le domaine du SM, du fantasme. C'est un fantasme d'humiliation. Voilà. Oui, remarquez. Et ça, c'est un fantasme très très important. On sent qu'il y a des fantasmes qui tiennent vraiment à cœur. Et c'est finalement un fantasme réalisable. Bien sûr, c'est tout à fait réalisable. Oui, non, on a des choses entre des choses qui sont assez sexuelles, d'autres qui le sont. En moins. même temps, rentrer dans la benne à ordures, c'est peut-être dangereux. Enfin, je ne sais pas, mais vous l'avez réalisé finalement. Il faut le faire avec des gros sacs plastiques qui sont donc hyper résistant et puis hyper résistant, trouver la bonne camionnette, donc oui, on est dessus. Vous êtes dessus. Vous êtes en train d'essayer de le réaliser, d'accord. Oui. Oui, bien sûr, on peut, et pourquoi pas, après tout. Mais oui. Mais c'est le champ du possible, il est extrêmement vaste. Après, on a des demandes qui sont plus sexuelles dans le couple. Par exemple, quelque chose d'assez amusant. C'était un couple qui voulait avoir l'impression de jouer un film. Donc, on fait venir un film porno avec une scène d'amour. D'accord, c'est pas pareil. Voilà, une petite nuance. On fait venir un caméraman, on fait une petite équipe technique, et puis on trouve un petit lieu de décor, et puis on leur écrit un petit scénario assez simple. Ils doivent chacun l'apprendre, et puis ils vont vraiment se retrouver en situation. On filme tout, ils jouent cette scène, et ensuite on leur remet la vidéo de ce qui a été. On fait un petit montage et on leur remet la vidéo. Donc ça, c'est des petits exemples de ce que des couples peuvent avoir envie de vivre aussi. Donc c'est des choses très variées, c'est assez amusant. Et j'imagine maintenant que ce site mysuitefantasy.com, les gens qui y sont venus, ils reviennent. Enfin, c'est un site qui commence maintenant à... Ah oui, non, le site effectivement, avec 5 ans de notoriété, ça tourne bien. Et les choses... Allez, je dis les toutes dernières choses, on a un monsieur qui veut faire une équipe, qui veut faire un match de volley, mais uniquement dans son équipe et en face, avec des filles nues. Oh bah oui, tiens, comme c'est surprenant. Non mais vous voyez, c'est amusant. Là, c'est un peu plus sexuel, on arrive plus à comprendre, mais oui, ça le motive beaucoup. Et pourquoi pas après tout, bien sûr, mais ça peut lui faire plaisir. Et puis voilà, donc il n'y a pas de difficulté. C'est pareil, c'est tout à fait possible. Ça, on a reçu ça hier. Donc, ce qui va être difficile, c'est de trouver le ballon. Trouver un ballon consentant. Bon, eh bien, écoutez, Arthur Vernon, on va essayer d'aider aujourd'hui tout particulièrement ceux qui nous écoutent à mettre un peu plus de fantaisie dans leur sexualité. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Arthur Vernon, n'hésitez pas à nous rejoindre en tout cas si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de fantaisie dans votre sexualité. C'est ce que fait Marjolaine. Bonjour Marjolaine. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Marjolaine. Alors, vous êtes ensemble depuis 11 ans déjà, hein ? Oui, c'est ça. Mariée depuis 10 ans. D'accord, donc déjà 11 ans, oui, ça s'essouffle un peu la sexualité dans votre couple ? Moi, ça s'est essoufflé assez rapidement. Dès que j'ai eu des enfants, j'avais moins envie. Et après, j'ai eu des petits problèmes descente d'organes. J'ai eu 2 enfants d'affilée, descente d'organes. Et en fait, ça n'a jamais c'est jamais reparti. Comme je pensais que ça allait le faire, mais en fait, non. Ma libido est en sommeil. Alors, bon, l'arrivée des enfants, c'est normal pour la plupart des femmes. Après, quand ça ne revient pas, il faut se poser les bonnes questions. Et visiblement, si vous appelez, c'est que vous avez envie que ça revienne. Moi, j'aimerais que ça revienne, mais lui, il a toujours sa libido, donc il dit que c'est à moi de me faire soigner. Soigner, c'est pas une maladie non plus. Hein. Pour lui, si. Et pourquoi il dit que c'est une maladie ? Il vous dit que vous êtes malade ? Ah oui. Il me dit qu'il faut que je me fasse soigner, c'est pas possible. Alors moi je me force, je me force 1 fois par mois de côté, voilà. Et encore, cette fois-ci, il faut pas qu'il fasse d'impair, parce que sinon il passe à côté. Il faut pas qu'il soit
qu'il ait des mots qui. Oui, mais voyez, Marjolaine, déjà, bon, quand il vous dit il faut que tu te fasses soigner, c'est pas ça qui va vous donner envie, c'est pas ça qui va réveiller votre désir. Et puis, on entend bien à la manière dont vous parlez, que quelque part, vous avez envie un peu de le punir aussi, de vous dire ça. Donc là, il y a déjà peut-être beaucoup de non-dits qu'il va falloir dire justement. Oui, en fait, on peut pas parler. C'est quelqu'un qui est. Il croise ses bras. Dès qu'on commence à vouloir parler, il croise ses bras et il fait qu'est-ce que ça me dire. Donc non, c'est. Et même quand on a déjà été en psycho ensemble, de couple. En thérapie, oui. Et en fait, il ne croise pas les bras. Il n'est pas du tout ouvert, en fait. Pas ouvert à changer quoi que ce soit chez lui, en fait. Et moi, je pensais pas qu'il allait être comme ça. Je pensais que c'était quelqu'un, justement... moi, je l'ai pris parce que... Je l'ai aimé parce qu'en fait, il était timide, introverti, pas sûr de lui... Et là, il fait un peu. Mais là, vous voyez, ça confirme ce que j'avais. En fait, c'est sa femme. Oui, non, mais il donne des règles de conduite. Non, mais c'est ce que j'allais vous dire. À mon avis, ça vient de l'image de sa mère, hein, là quelque part. Et depuis que vous êtes maman, il essaye de garder entre guillemets le pouvoir qu'il n'a jamais eu avec sa mère. Ah, moi, si avec sa mère, il l'a à peu près. C'est avec son père qu'il l'a jamais eu. En fait, moi, quand je suis arrivée dans le couple, il avait 38 ans. Dans le couple, quand je suis arrivée dans sa vie, plutôt. Il avait 38 ans et il avait toujours besoin de l'aval de son père. Oui, non, mais voyez votre lapsus quand vous dites « quand je suis arrivée dans le couple ». On voit bien que vous êtes arrivée dans le couple parental de cet homme. Ah oui, c'est ça. Et vous l'avez arraché à ce couple parental, sauf que... je me suis fait des ennemis. Sauf que, quelque part, il croise toujours les bras. Il ne croisait pas avant. Et depuis que son père est mort, c'est lui qui les croise. En fait, il a pris le rôle de son père. Et depuis qu'il est père, peut-être, tout simplement. Oui. Oui, en fait, maintenant, il a un devoir, en fait. Bon, après, c'est vrai que ce que vous décrivez n'est pas la caractéristique d'une sexualité épanouissante, alors que la sexualité est supposée quelque chose de plutôt joyeux. Donc là, voilà, on sent qu'on est une sexualité, on va dire, sous contrainte, qui est déjà à la limite de la légalité. Oui, c'est extrêmement limite. C'est l'opposé de ce que devrait être la sexualité. Oui. Non, mais en plus, moi, je suis quelqu'un qui est hyper dévergondé. J'ai eu. Mais est-ce qu'au début, vous faisiez bien l'amour, Marjolaine, avant vos enfants? Moi, disons que moi, j'ai jamais pensé comme ça. En fait, j'ai toujours aimé tous les hommes, entre parenthèses, que j'ai eus. Je me suis jamais dit est-ce qu'il fait bien ou il fait pas bien. Le tout, c'est que je prenne mon pied. Et alors, est-ce que vous preniez votre pied au début? Oui, je me réveillais la nuit pour refaire l'amour. Même il me disait que c'était trop. Non, j'étais vraiment non. En fait, je suis jamais tombée sur des. J'ai toujours voulu dominer quand même. Voilà, je suis quelqu'un qui adore. Non mais Marjolaine, attendez, parce que là, d'abord c'est pas lui qui appelle, donc je vois pas très bien ce qu'on peut faire pour l'aider lui. Et ensuite, lui, de toute façon, pour l'instant, vous êtes face à quelqu'un qui ne veut pas bouger, et qui ne veut pas changer. Tout à fait. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est essayer de vous aider, vous, mais c'est tout ce que je peux faire. Je ne vais pas vous dire, allez consulter, vous l'avez déjà fait. Donc, si vous arriviez à prendre votre plaisir avec lui avant les enfants, je ne vois pas pourquoi, si vous ne l'utilisez pas comme objet sexuel, vous ne pourriez pas reprendre du plaisir. Et donc, c'est vous aussi, quelque part, qui vous mettez dans une position de ne plus prendre de plaisir. Oui, en fait, ça me dégoûte. Même quand il me touche, j'ai envie de vomir. Alors, pourquoi vous restez avec lui? Parce que je suis un peu croyante et je me suis mariée. Voilà, pour moi, il n'y a pas de divorce possible. D'accord. On trompe pas son mari. Voilà. J'ai attendu longtemps avant de trouver l'homme de ma vie. De ma deuxième vie, on va dire, celle de mère. Et du coup, même si... peut-être que lui, il prendra conscience. Voilà, je me dis que peut-être qu'il y aura un jour une étincelle. Mais bon, on peut croire. Mais il n'y a pas la possibilité à un moment, même s'il ne veut pas parler parce que c'est pas son truc, parce qu'il est macho, de
mettre un petit coup de pression et de vraiment lui dire non, là il faut vraiment qu'on parle, il y a vraiment un vrai sujet, même si vous savez que vous n'allez pas le quitter, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas à un moment la possibilité d'essayer d'avoir une prise de conscience, parce que la communication, notamment en matière de sexualité, elle est absolument primordiale. Donc si lui, il joue le mur face à votre demande de communication, alors c'est très bien d'avoir tenté effectivement de consulter, mais est-ce qu'il n'y a pas à un moment la possibilité quand même de le pousser un peu dans ses retranchements sur le sujet, de lui dire il y a vraiment un sujet important. Mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment votre désir, le problème, Marjolaine. Moi, j'entends vos rires et votre manière de vous moquer de votre propre situation, et je pense qu'il y a quelque chose que vous êtes en train d'expier. Mais j'ai besoin de parler, de toute façon, j'en parle à plein d'amis, j'en ai même parlé à sa mère. Je me dis peut-être que ça peut le faire rebondir. Marjolaine, le besoin de raconter à tout le monde que votre sexualité ne va pas, c'est aussi une manière de vous punir. Moi, ce que je vous inviterais vraiment, c'est toute seule d'aller consulter et d'aller comprendre pourquoi vous vous êtes mis dans cette situation qui ne vous convient pas, mais qui quelque part vous apporte des avantages collatéraux. Et déjà, quand vous aurez fait ce travail-là, vous verrez que les choses iront mieux. Parce qu'il y a quelque chose comme ça dans la manière dont vous témoignez qui me laisse à penser qu'il y a une jouissance dans cette souffrance. D'accord. Vous voyez ? Donc essayez d'aller voir. Et d'autant que vous m'avez dit que vous êtes croyante, et je respecte ça tout à fait. Et donc allez essayer de comprendre qu'est-ce qui vous fait rire d'une situation qui devrait plutôt vous faire pleurer. Oui. Bah, j'ai rendez-vous encore avec un psychiatre parce que je me dis que... Enfin, allez plutôt... allez voir. Enfin, pourquoi pas un psychiatre ? Nous allons dans un instant donner la parole à un excellent psychiatre. Mais en tout cas, si c'est un psychiatre, il faut que ce soit aussi un thérapeute, quelqu'un qui est capable, un psychologue clinicien, enfin quelqu'un qui est capable de vous écouter et d'entendre ce que, a priori, vous n'allez pas dire. C'est parce que c'est ça vraiment le travail qu'il faut faire pour arriver à voir plus clair en soi. Merci Marjolaine en tout cas. On va faire une petite pause et on va le retrouver, notre excellent psychiatre Philippe Breneau qui est avec nous. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien Arthur Vernon, nous retrouvons Philippe Breneau qui n'est pas seulement psychiatre, qui est également anthropologue, sexologue, éditeur, écrivain et chroniqueur avec nous tous les vendredis. Mais bien sûr Brigitte, bonjour, avec Philippe. Grand plaisir. Bonjour Brigitte. Un plaisir que nous partageons volontiers. Eh bien, de quoi vais-je vous parler aujourd'hui ? Je n'ose pas le dire. J'ai donné un titre qui est « Pédophilie, alibi ». Eh bien oui, Brigitte, on peut s'interroger. La pédophilie, et je dirais même et la pédopornographie, sont deux termes qu'on entend sans arrêt, qu'on reçoit même dans nos boîtes mail. Encore ce matin. Pas moi, alors je ne dois pas avoir les mêmes sites que vous. J'ai des rappels d'un magistrat, d'une enquête accusant énormément de personnes, peut-être tout simplement parce qu'on est allé une fois ou deux sur tel site, et même pas. Effectivement, il y a la pédophilie. On va le voir, est quelque chose qui émeut énormément, et c'est certainement pour ça que c'est utilisé. Et deuxièmement, elle fait extrêmement peur, puisque c'est l'argument que prennent des escrocs pour soutirer de l'argent à des gens qui ont peur d'être fautifs, parce qu'ils ont dû regarder, même pas de la pédopornographie, parce qu'ils ont dû regarder un film porno. On peut s'interroger, est-ce que la pédophilie, notamment, n'est pas en train de devenir un alibi pour la bienséance, la morale, même la politique, avec des arguments. Le principal argument aujourd'hui, c'est la protection de l'enfance. Comme toujours, bien sûr. La protection de l'enfance, c'est un politique qui en parle très récemment. Vous allez voir à propos de quoi vous l'imaginez. La protection de l'enfance est devenue un cache-sexe pour les intérêts politiques de l'extrême droite. Depuis 2 mois, au musée de Trocadéro, Fuck Abstraction, œuvre de l'artiste suisse Myriam Khan, au palais de Tokyo, a été l'objet d'une violente polémique. C'est-à-dire qu'elle est à la fois objet de polémique, pas du tout chez les visiteurs. Aucune plainte n'a été portée par les visiteurs. Ce sont toujours des réseaux, notamment, ce sont des plaintes de personnes qui n'ont même pas vu l'œuvre. Portée aussi par un parti politique et des associations de protection de l'enfance. L'accusation, toujours la même, on va y revenir, l'apologie de la pédopornographie.
Ça vous rappelle quelque chose, puisqu'on en parle souvent, même dans les milieux politiques. L'œuvre Fuck Abstraction montre un être fragile, et j'insiste sur les termes, un être fragile et menotté, en train de faire une fellation contrainte à un homme assez imposant, œuvre inspirée de l'agression russe en Ukraine pour dénoncer les agressions sexuelles. L'attaque première vient des réseaux sociaux, on sait combien ils sont aujourd'hui la courroie de transmission de toutes sortes de mouvements idéologiques, confessionnels, conspirationnistes, et puis d'associations qui portent l'affaire devant les tribunaux et qui sont, alors l'une d'entre elles là, qui a attaqué, il y a 4 associations, s'appelle Juristes pour l'enfance. C'est complètement légitime. Hein. Et je comprends bien que l'idée est légitime. Empêchons la pédophilie, mais on est tous d'accord et on y revient dans un instant. En définitive, le tribunal administratif de Paris a ordonné le maintien de l'œuvre au Palais de Tokyo, estimant, ce sont ses termes, que l'œuvre ne saurait être comprise en dehors de son contexte et du travail de l'artiste Mariam Khan, qui vise à dénoncer les horreurs de la guerre, ainsi que cela est rappelé dans le document de présentation de l'événement qui est distribué au public qui voit l'œuvre. Oui, j'avais entendu parler de cette histoire, oui. Le tribunal précise également que le Palais de Tokyo a mis en place tout un dispositif de présentation. Il y a même des instructeurs, des personnes qui sont là de façon pédagogique pour expliquer en quoi une œuvre d'art est une expression et même qui peut même avoir un décalage, on peut être touché, ému. Enfin, avec une carte placée près de l'œuvre qui dit tout simplement: cette dernière, l'œuvre, traite de la façon dont la sexualité est utilisée comme arme de guerre et fait référence aux exactions commises dans la ville de Butcha en Ukraine lors de l'invasion russe. Enfin, le tribunal argue que depuis le début de l'exposition, aucune plainte ou signalement de la part des visiteurs. Alors, il y a une interprétation, et c'est ce que l'on va voir dans énormément de choses. Je ne les citerai pas toutes, mais par exemple, on va dénoncer telle personne ou tel acte pour pédophilie. Immédiatement, tout le monde est ému. C'est peut-être l'un des plus grands arguments. Peu importe. Et aujourd'hui, dans l'émotion, dans l'immédiateté, effectivement, on réagit. Donc en faisant une fellation à un adulte, on assure, première interprétation, qu'il s'agit d'un enfant. Quand on regarde dans le détail, ce n'est pas un enfant. C'est un adulte complètement amaigri. Oui, c'est une miniature d'adulte parce que c'est un tableau et donc il y a l'artiste. Un adulte en très mauvais état, sûrement torturé, ainsi de suite, faisant fi du contexte pédagogique. Conséquence, devant le maintien de l'œuvre par le tribunal de Paris, le dimanche dernier, le 7 mai, l'œuvre a été aspergée de peinture par un homme de 81 ans, ancien de l'OAS, ex-élu politique donc du parti en cause, qui risque aujourd'hui 7 ans de prison. Ok. Cette action s'inscrit, moi je vois plus largement, dans ce contexte de l'utilisation de l'argument pédophile, parce que c'est très mobilisateur d'émotions, pour discriminer des artistes, des penseurs, des philosophes, des mouvements politiques, dans une sorte de complot. Et ça rappelle ce qui se passe aux États-Unis, les QAnon, vous savez très bien, qui diffusent de fausses publications sur le trafic d'enfants, complot, mais enfin c'est même tellement inimaginable aux gens qui ont un peu de sens critique, des complots qui s'emparent immédiatement les réseaux sociaux, notamment l'idée que le président Donald Trump mène une guerre secrète de lutte contre une secte libérale mondiale composée de pédophiles sataniques. Mais je suis allé dans les tableaux psychiatriques, j'ai été moi-même étonné, parce que l'abus sexuel ritualisé satanique existe depuis près de 20 ans, un peu plus de 20 ans, dans des tableaux décrits. C'est tout simplement un abus sexuel commis dans un cadre rituel d'inspiration satanique ou luciférienne sur des personnes fragiles, souvent des enfants. On recense plusieurs milliers de cas, pour la plupart non prouvés.
C'est-à-dire qu'il y a des dénonciations permanentes de ce complot criminel. Explication, plusieurs explications ont été proposées. Il y a eu l'histoire de sectes qui droguent d'ailleurs une part des personnes pour amener de faux souvenirs. Il y a des familles qui sont détruites. J'en ai suivi une terrible quand les parents se voient accusés d'inceste par une fille. Bon, après c'est parole contre parole, mais ils sont stupéfaits après son passage à l'étranger, dans une secte et sous drogue. Et depuis, effectivement, grande déstabilisation. Alors, l'emballement autour de ces accusations, pour terminer, est assimilable à une sorte de théorie du complot qui produit une sorte de panique morale, parce qu'il y a une panique même généralisée. On parle de... Tout le monde se dit qu'est-ce que c'est que la pédophilie, mais on en parle de temps en temps ici. Mais qui sait vraiment ce qu'est la pédophilie ? Moi, j'ai suivi beaucoup de pédophiles en injonction de soins, de victimes, bien sûr, de pédophilie. C'est très compliqué d'avoir une représentation de ce que c'est, mais tout de suite, c'est quelque chose qui va mobiliser de l'émotion. Et alors, le dernier terme, c'est qu'il y a une sorte de néologisme qui vient d'être inventé par les associations qui combattent cela. Ça s'appelle l'arlibli. C'est un jeu de mots entre alibi et arlibi. L'arlibi, les associations de protection de l'enfance parlent aujourd'hui d'arlibi, une société qui laisse certains artistes faire l'apologie de la pédophilie en la déguisant sous l'alibi de l'art est une société qui va mal. Alors je crois qu'il faut préciser, simplement pour terminer, que il n'y a aucun doute, ce sont des notions, la pédophilie est une notion très claire et consensuelle, aucun doute quant à sa condamnation ferme, totale, universelle de nous tous. Nous sommes en France dans une société moralement libre, permettant toute intimité entre deux adultes consentants, avec un seul interdit, qui est l'intrusion de la sexualité dans la sexualité des enfants. Dans le même temps, il est fondamental de préserver la grande valeur de liberté que constitue la liberté d'expression et surtout la création artistique qui doit relever d'une réflexion et non de réactions émotionnelles qui sont souvent téléguidées, mais par une idéologie qui va jouer de l'émotion, d'abord pour augmenter une sorte j'allais dire de lectorat, enfin d'adhésion. Bien sûr, tout mouvement se réclamant du combat contre la pédophilie et de la protection de l'enfance a une grande sympathie, mais attention à ce dont on parle. Oui, bah c'est toujours le problème de la dérive a priori une association qui... mais c'est toujours la même histoire. On sait très bien que beaucoup d'associations qui sont au départ avec des objectifs tout à fait valables et bons, dans ces associations, il y a des gens qui ont des souffrances qui ne sont pas réglées et qui dérivent jusqu'à vouloir... tout interdire. Moi, je pense par exemple, pour faire vraiment parler d'autre chose que de la pédophilie, qui est un sujet particulièrement délicat, on voit dans les associations contre les chauffards, par exemple, il y a souvent des gens qui ont perdu un être cher dans un accident, etc., et qui par cette association peuvent faire passer leur colère qui sinon se retournerait contre eux-mêmes. Donc je crois que c'est toujours intéressant c'est ce que j'ai envie de dire. C'est bien sûr que, enfin, puis moi j'évoque suffisamment les abus sexuels sur enfants pour ne pas être critiquable. Mais je crois que c'est vraiment important de toujours bien se dire que derrière ce fanatisme-là se cachent des souffrances qui n'ont pas pu être élaborées, et c'est le problème de la société aujourd'hui, c'est que on laisse trop la parole à beaucoup de gens qui finalement souffrent, quoi. Oui, alors c'est très vrai qu'il y a beaucoup de personnes en souffrance qui vont répercuter, qui vont s'engager comme ça dans une lutte de cet ordre-là. Mais il y a, je pense, un déficit de pédagogie. Bien sûr. Pour faire comprendre. Alors l'inceste, on a un peu plus parlé récemment. Et alors les gens semblent l'identifier parce que c'est un proche. Mais la pédophilie, c'est pas si différent. Parce que la majorité des pédophiles sont connus de l'enfant, donc c'est dans un cercle très proche. Mais il faudrait encore essayer de comprendre que ça se fait
Enfin, il n'y a pas des conditions non plus, mais beaucoup d'informations pour qu'il n'y ait pas l'espèce de fantasme d'une sorte d'épidémie. Parce que là, on est en train d'utiliser la crainte d'une sorte de pandémie, c'est à peu près ça, de pédophilie, pour des raisons idéologiques qui vont ramener, je veux dire, qui amènent surtout de l'angoisse à la plupart des gens. Oui, moi je suis 100% d'accord avec ce que Philippe Bruno vient de dire. Et effectivement, c'était très utile de faire cette analyse qui permette de voir les sous-jacents parfois de d'une forme de sensationnalisme qui consiste à reprendre en boucle des informations qui devraient passer sous les radars, comme Brigitte l'a dit, parce que certaines associations sont dans cette fonction, et pourquoi pas, on va pas le reprocher aux associations, elles font leur job, donc comme ça elles voient quelles sont les limites, elles fixent elles-mêmes les limites. Là où on a une difficulté, c'est quand il y a une médiatisation à outrance de ce type de sujet qui va ainsi alimenter cette théorie développée des États-Unis de Canon, effectivement qu'il y a des pédophiles à peu près partout dans toutes les strates du pouvoir, et alimenter une forme de complotisme. Et puis derrière, en réalité, s'attaquer effectivement à la liberté artistique. Alors l'une des grandes différences entre, on va dire, avant et maintenant, c'est la caisse de résonance des réseaux sociaux qui font que même si les grands médias n'y vont pas, les réseaux sociaux vont essayer de propager la nouvelle, et c'est vrai que c'est une nouvelle un peu sensationnaliste. Donc, oui, mais les grands médias ont un peu tendance aussi à être dans le sensationnel de plus en plus. Exactement. Je trouve qu'on a une dérive comme ça. Pour des problèmes d'audience, souvent. Oui. D'audience, oui, bien sûr. C'est une dérive, voilà. Et l'art doit rester très libre. Et ce concept d'art libi, c'est intéressant d'avoir créé ce mot, mais en réalité, oui, c'est l'art libre en numéro 1. Voilà, exactement. Parce qu'il faut garder cette création qui est quelque chose d'extraordinaire, mais il faut du recul pour pouvoir accepter la création artistique. Oui, mais ça... Le recul et la culture, c'est un petit peu en perte de vitesse aussi, Philippe Bruno. C'est pour ça que c'est important dans cette émission de continuer à essayer de parler de sexualité et d'éduquer tous ceux qui nous écoutent, parce qu'en effet... Et je rappelle que certaines personnes qui réagissent parfois dans cette émission sur ce sujet-là, justement, préfèrent utiliser le mot de pédocriminalité, et je suis assez d'accord, parce qu'au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Et représenter ne veut pas dire promouvoir. Quand on parle d'art, parce qu'on représente quelque chose, qu'on est en train de faire une promotion de quelque chose. Je pense que l'exemple est flagrant. C'est une personne qui, là, ici, voulait dénoncer les exactions de la guerre en Ukraine. Elle n'était pas en train de faire la promotion d'un acte qui n'est d'ailleurs même pas de la... Mais c'est ceux qui ont vu dans ce tableau de la pédophilie qu'il faudrait peut-être aller voir un psychiatre, là. Hein, excusez-moi, Philippe, c'est vrai qu'il y a des dérives, et c'en est une. Peut-être que s'ils voient de la pédophilie partout, c'est qu'ils ont peut-être des fantasmes peut-être inconscients, mais pas si inconscients. Ou comme vous dites, qu'ils en ont souffert. Voilà, donc... c'est possible aussi. Donc un petit travail sur eux-mêmes, ça serait bien. Bon, on va faire une petite pause et puis on va continuer à évoquer la sexualité d'adultes consentants, justement, avec Diane, je crois, qui va nous rejoindre. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Arthur Vernon est avec nous et nous allons donner la parole à Diane, une ancienne libertine. Bonjour Diane. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Diane. Et oui, une ancienne libertine, donc complètement sexophile aujourd'hui. Voilà. Vous étiez déjà sexophile quand vous étiez libertine, j'imagine. Tout à fait. Après, j'ai jamais libertiné en couple. Aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis en couple. Ouais. Et j'ai pas la même sexualité. Et pour autant, elle est tout aussi épanouissante. Et c'est une belle sexualité que j'ai quand même aujourd'hui. Donc voilà. Mais je pense que le fait d'avoir été libertine, ça m'a permis, en tout cas, d'être complètement libérée aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai pas de tabou. Voilà. En tout cas, vous êtes libre avec votre corps et libre avec pour parler de sexualité avec votre compagnon, j'imagine. Exactement. Je suis complètement libre de parler de sexualité. Et d'ailleurs, on a commencé notre relation autour de la sexualité, bien entendu. On a très très vite compris que pour le coup, on n'allait pas partir sur un vulgaire plan cul, entre guillemets. Et on est parti très vite aussi sur des sentiments forts.
Et ça nous a permis, comme lui, il est très libre aussi, c'est pas du tout un ancien libertin, ça lui a posé problème au début de savoir que j'avais été libertine. Et parce qu'on se fait tout un monde du milieu libertin. Alors, oui, justement, alors il avait peur de quoi? De ne pas vous satisfaire? Peur que ou un petit peu de penser que vous étiez peut-être une salope? Ou comment ça se formulait? Parce qu'il y a plusieurs raisons d'avoir peur de commencer sa vie amoureuse avec une ancienne libertine. Alors, je pense que le fait que j'étais quand même une salope, ça lui a bien plu, mais... Non, je pense qu'en fait, il a eu peur que je sois pas satisfaite. C'est ça, oui. Ouais, de la sexualité plus classique avec une seule personne, puisque moi, mon truc, c'était vraiment la pluralité. Et je lui dis, mais en fait, ce que je faisais, ça n'avait rien à voir. C'est pas de la performance, parce que j'étais loin de faire en tout cas, j'étais pas du tout dans l'affect. Donc, j'avais complètement... Mais l'amour, ça fait des miracles. Hein. On se satisfait d'un seul homme quand on l'aime. Hein. Vous êtes aussi dans une phase de passion amoureuse. Oui. En ce moment, voilà. Donc ça, c'est vrai que la passion amoureuse, c'est un boost incroyable de libido. Et généralement, quand on est dans cette phase de passion amoureuse, c'est vrai que la personne suffit amplement et qu'on a besoin d'absolument personne d'autre, même pour une amatrice de pluralité. Oui, alors, et puis ça ne me viendrait même pas l'idée aujourd'hui de lui proposer quoi que ce soit. Ça ne me viendrait pas l'idée. En revanche, c'est vrai que moi je parle très librement, mais même d'ailleurs mes amis, mes amis, mes copines, etc. On parle très souvent de sexualité parce que non seulement j'ai une connaissance, mais surtout j'ai pas du tout de tabou et j'en parle très facilement. Et même mon fils de 16 ans aujourd'hui, qui sait pas du tout que j'étais une ancienne libertine, mais même lui, il me parle très très facilement de sexualité parce que je lui en parle et forcément c'est pas tabou et ça fonctionne plutôt bien. Et vous avez déjà mis en place des choses justement pour que votre sexualité ne tombe pas dans la routine? Alors ça fait 1 an qu'on est ensemble, donc on n'a pas encore le temps de tomber dans la routine. On a eu un moment où on se dit franchement c'est moi ou on fait tout le temps la même chose. Donc du coup, on a recommencé à s'envoyer des petits textos coquins, à faire, on a recommencé ce qui nous avait mis un petit peu le feu au début. Et puis voilà, on a changé les lieux. Pas forcément, changer 2-3 trucs et ne serait-ce que de ne plus se disputer et d'être plus tactile pour relancer un petit peu notre Mais il y a une chose qui marche pas mal et qu'il faut mettre en place un peu dès le début, c'est pas faire l'amour chaque fois qu'on en a envie. Ça peut paraître un peu curieux, mais je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Arthur. Mais laisser un peu de place à la frustration, c'est une bonne méthode pour maintenir le désir. Oui, la frustration en elle-même souvent est une méthode qui permet de prolonger le désir. Bon, maintenant, si vous vivez ensemble? Oui. Bon, voilà. Après, c'est vrai que le fait de vivre ensemble ça donne un challenge un peu plus important sur la durée. Au début, forcément, la passion amoureuse fait que tout va bien se passer. Après, sur la durée, ça peut devenir un petit peu plus compliqué et il y a peut-être un peu plus d'astuces artificielles, je dirais, à mettre en place, mais qui peuvent être très utiles. Et déjà, celle que vous indiquez, c'était les échanges de sextos, c'est une très bonne idée. Et puis, il faut se surprendre et surtout continuer à se séduire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pas penser que l'autre est acquis. Et puis, parfois, je vous écoute beaucoup et vous dites, parfois, faut y aller un petit peu. C'est-à-dire que moi, en ce moment, j'ai monté ma société. Ça fait 6-8 mois que je suis dedans. Je travaille presque H24, 7 jours sur 7 à peu près. Et donc le soir, pour le coup, ma libido est partie. Et je me suis dit mince, et je me suis dit bon, je vais écouter Brigitte, je vais respirer et je vais y aller parce que c'est important. Une fois qu'on est lancé, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que même moi, qui suis une très grande amatrice effectivement de sexe, à un moment donné, je me suis dit maintenant j'en ai pas envie. En fait, je suis juste crevée, j'ai la tête ailleurs.
Et je me suis dit, bon, il faut quand même le faire parce que c'est important pour nous, quoi. Ah oui, il faut une disponibilité de l'esprit pour pouvoir justement laisser de la place à sa libido. Sinon, on se fait manger par le quotidien. Et là, surtout quand vous êtes en train d'avoir un challenge professionnel, ça peut être la même chose, un challenge personnel ou familial, forcément, ça laisse beaucoup moins de place à la libido. Et il n'y a pas d'autre solution que d'essayer de se libérer du temps d'esprit pour ensuite pouvoir désirer. Et oui, on voit bien que même des personnes comme Diane, hein, qui sont des femmes libres, sexuellement actives, il faut faire attention. Hein, la sexualité, ça se travaille comme le reste. Et c'est très bien de s'en rendre compte et de faire cet autodiagnostic. Absolument, bravo Diane. Alors la petite devinette avant les infos, Arthur Vernon, quelle est la meilleure définition de la masturbation? C'est la réponse tout de suite après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et exceptionnellement, nous profitons de la présence de Arthur Vernon pour vous donner des petites pistes pour agrémenter votre sexualité. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma définition. Quelle est la meilleure définition de la masturbation ? J'en ai une, mais qui n'est pas très drôle, qui est juste donner du plaisir. Oui, bien sûr. En fait, comme on ne peut pas compter sur autrui, il faut compter sur ses doigts. Ah ben voilà. Vous êtes d'accord ? C'est très bien. Et alors voilà, c'est peut-être le premier conseil qu'on peut donner à tous ceux qui nous écoutent. Si dans un couple, vous avez peut-être sexualité qui va moins bien, eh bien déjà, retrouvez-vous avec la masturbation. Parce que on confond souvent le désir. On a toujours l'impression que le désir doit venir de l'autre. Mais c'est un petit peu comme l'appétit. Moins on mange, moins on a faim. Et moins on fait l'amour, moins on a de désir. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine ? Totalement. Oui, effectivement, ça suppose une pratique. Tout à l'heure, avec la précédente auditrice, on parlait de disponibilité d'esprit. C'est sûr que si on n'y pense plus et si on ne pratique plus, la sexualité risque de s'étioler et ce sera plus dur pour qu'elle revienne. Donc, avoir le temps d'y penser et puis ensuite avoir le temps, évidemment, de pratiquer. Donc, la masturbation, c'est très bien. Et en pensant à son partenaire, je ne sais pas si vous êtes d'accord, moi, c'est le premier conseil que je donnerais. Vous avez votre sexualité qui s'est un petit peu endormie. Eh bien, remasturbez-vous seul et pensez à votre partenaire et fantasmer sur ce que vous pourriez faire avec lui, évidemment. Hein. Oui. Et même, je rebondis de nouveau sur le propos de la précédente auditrice qui disait s'envoyer des sextos. Par exemple, pour les hommes qui ont davantage l'habitude d'aller sur des sites pornographiques, si effectivement ils peuvent se masturber, en ayant comme support masturbatoire les petites photos, les petites vidéos que la compagne aura pu leur envoyer également. Donc ça permet aussi exactement de fantasmer sur la personne tout en restant connecté à cette habitude qui est d'avoir un support visuel, ce qui est plus facile pour un homme, alors que c'est vrai que les femmes ont une capacité d'imagination un petit peu plus développée. Oui, elles sont plus cérébrales souvent. Donc voilà, déjà le premier conseil qu'on peut donner. Alors ensuite, il y a plein de choses qu'on peut donner comme conseil. Pourquoi pas, moi je disais tout à l'heure à Diane, se surprendre. Et c'est vrai que se surprendre, c'est pas forcément uniquement se surprendre sexuellement, c'est se surprendre en disant, tiens chérie, ce soir, on va aller dans une fête foraine. Alors pourquoi une fête foraine ? Parce qu'il y a une enquête qui est très intéressante. Quand on a peur, eh bien, ça relance le désir. Et alors, le grand oui, toutes ces choses-là, ça donne des frayeurs. Et donc, ça peut relancer la sexualité. Donc, ne l'emmenez pas forcément dans un grand restaurant romantique avec des bougies, parce qu'elle va vous voir venir. Vous êtes d'accord ? Oui. Une fête foraine. Mais une fête foraine, et exactement dans la même veine, le film d'horreur fonctionne. Tout à fait. La personne se blottit contre vous, et ça crée une émotion forte, et puis derrière, on a forcément besoin d'être réconforté. Et il y a des mécanismes hormonaux, biologiques qui font qu'on va avoir une propension plus forte à vouloir du câlin derrière. Voilà, donc ce week-end, vous achetez un film d'horreur. Enfin, renseignez-vous quand même si elle n'est pas totalement allergique, parce qu'il y a des personnes qui sont allergiques. Hein. Et puis, vous la prenez dans le canapé, vous le serrez fort quand elle sursaute, et puis ça va peut-être relancer son désir. Voilà, donc ça c'est déjà des conseils très pratiques, parce qu'encore une fois, on a un peu tendance, trop souvent je trouve, à entendre les sexologues qui donnent des conseils directement sexuels. Non, c'est le désir dans un couple, c'est parfois un petit peu en amont qu'il faut aller le relancer. Le contexte joue énormément. Donc là, vous avez donné des éléments de contexte, et tout ce qui permet d'avoir un contexte différent de la vie quotidienne, ce qui à mon avis
l'inhibiteur de sexualité le plus important lorsqu'on vit ensemble, il faut effectivement en profiter. Et les sorties, tout ce qu'on peut avoir qui va permettre de trouver un cadre différent et propice à renouveler un peu la libido. Alors après, il y a évidemment ce qu'on appelle les jeux de rôle, que je trouve parfois assez intéressants. Faut-il encore que ce soit des couples qui savent jouer, qui savent s'amuser? Parce qu'à ce moment-là, on se crée un petit scénario et puis ça reprovoque un petit peu la libido de chacun. Oui, exactement. Donc là, il y a une capacité à jouer. Je pense qu'il y a des personnes qui ont une inhibition qui font que ça doit être plus difficile de rentrer dans un personnage. Mais c'est effectivement, lorsqu'on a cette possibilité de jouer à deux, oui, ça crée un renouveau de contexte et de situation. Et puis sinon, quelque chose, peut-être un autre conseil aussi, consiste à vraiment discuter des désirs, des souhaits, des fantasmes réciproques, et de voir quelles sont les limites qu'on se fixe dans le couple. Et de jouer un petit peu avec ces limites, et de voir justement jusqu'où on peut aller pour réaliser ces fantasmes, parmi ceux qui sont réalisables, des fantasmes. Bien sûr, mais aller chercher ailleurs, quelque chose qui n'a jamais été fait entre et ensemble. Voilà. Alors ça peut être un lieu, ça peut être une fantaisie, parce qu'il y a tellement de choses à faire sexuellement. Il y a énormément de choses à faire. Même pour ceux qui ont des curiosités, c'est vrai quand on parle parfois des clubs libertins, ça peut donner une forme de frayeur, mais en fait un club libertin, énormément de gens y vont. D'ailleurs, ça fait pas toujours plaisir aux gérants des clubs libertins, mais énormément de gens y vont juste serait-ce que pour regarder. Parfois, ils ne vont plus jamais y remettre les pieds, mais ils ont vécu un petit frisson également d'y avoir été en couple. Et parfois même, certains vont avoir des petits attouchements entre eux, dans un petit coin, parce que c'est quelque chose qui est autorisé. Il n'y a pas beaucoup de lieux en France où on a la possibilité d'exprimer une liberté. Et c'est même pas forcément un acte, je dirais, exhibitionniste. Dans les clubs libertins, vous avez des petits coins câlins assez discrets, mais on est dans un contexte tellement sulfureux, tellement différent de la vie de tous les jours, ça peut aussi créer une forme d'émoi érotique au sein du couple. Et puis il y a la vision évidemment d'un film porno qui quand même fonctionne bien pour beaucoup de couples. On se regarde un petit film porno et sous la couette. Voilà. Et puis ça échauffe un peu et puis on continue après. Voilà, sans le film. Oui. Mais c'est vrai que c'est un très bon stimulant de préliminaire, on va dire. Et puis il y a les lectures pornographiques, érotiques aussi, qui peuvent fonctionner. Il y a maintenant des trucs audio aussi qui marchent bien. Qui fonctionnent très bien. Mais alors, pour le couple, peut-être que l'audio est peut-être un petit peu plus compliqué. En revanche, quelque chose de très intéressant, si on regarde justement du porno en couple, c'est qu'aujourd'hui, il existe sur ce qu'on appelle les tubes, c'est-à-dire des sites pornographiques avec des dizaines et des dizaines de catégories. Et il peut y avoir une discussion avec son ou sa partenaire, justement, sur quelle catégorie on va regarder. Et ça permet d'introduire aussi le sujet du fantasme, justement, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, et de découvrir peut-être des choses qu'on n'imaginait pas de son partenaire, de découvrir aussi un petit peu son imaginaire érotique, parce qu'aujourd'hui, sur ces sites, vous pouvez vraiment aller sur des catégories extrêmement diverses. Donc il peut y avoir des surprises indépendamment du plaisir immédiat que le visionnement de la séquence pourra procurer. Et puis il y a le jeu des sens, on a 5 sens et on oublie souvent que la sensualité c'est la première marche de la sexualité, et jouer avec ces sens peut provoquer aussi des choses différentes. Par exemple, se bander les yeux, s'attacher les mains, et réinvestir aussi peut-être un petit peu tout ce qui va être du côté de l'oral. Alors l'oral, c'est peut-être quelque chose qui fonctionne mieux chez les femmes que chez l'homme, mais c'est quelque chose qui va permettre une communication entre le cerveau, son cerveau et le partenaire, et de voir un petit peu quels sont les mots qui vont exciter. Il y a beaucoup de personnes, la parole, sur la parole. Excusez-moi, je pensais tout de suite à la fellation. Je suis désolée, Arthur Vernon. Non, voilà, c'était la verbalisation. D'accord. Et de ce qu'on appelle le dirty talk. Moi, je pensais à la fellation avec du thé chaud, avec des glaçons. Enfin, voyez. Pour le coup, c'est moi qui étais plus cérébral, vous voyez. Voilà, le dirty talk, c'est donc cette façon de parler mal, d'insulter. Donc, il faut évidemment discuter des limites avec son partenaire, mais ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner vraiment très très bien.
et de voir, ça crée des ressorts, ça crée, c'est pareil, une forme de stress, et on l'a dit, avec les films d'horreur, le stress crée une forme d'excitation, et bien donc on peut avoir ce type de jeu de rôle qui est plus simple, qui consiste vraiment à trouver des mots un peu trash, un peu crus. Parce que là, en fait, on est dans l'ouïe, on n'est pas dans l'oral. Voilà. Excusez-moi, pour celui qui reçoit. Oui, oui. Donc il y a vraiment aussi tous ces 5 sens. On peut vraiment aller dans tous les sens, si je puis dire. Et ça, c'est vraiment important parce que ça réveille quand même des choses qui sont souvent un petit peu négligées. Rien que les yeux bandés, ça provoque de toute façon déjà quelque chose. Oui, parce que les yeux bandés, donc vous perdez un sens et le corps, par réaction, va essayer de surdévelopper tous les autres. Exactement. Donc forcément, notamment tout ce qui va être touché, écoute, va être démultiplié, donc on ressent des sensations différentes. Et puis il y a aussi, ce sera peut-être le dernier conseil qu'on peut donner, puis après on va rêver avec, comme tous les vendredis, se remettre dans un endroit ou dans une situation qui avait beaucoup fonctionné sur le plan érotique du couple, une sorte de pèlerinage, si je puis dire. Ça marche bien aussi pour certains couples. Oui, le désir, le souvenir du plaisir est resté toujours ancré fortement dans le cerveau. Donc le cerveau, dès qu'il va voir... La Madeleine de Proust du sexe. Mais oui, exactement. Et ça va recréer tout de suite, la situation va recréer tout de suite une forme de boost de libido. Bon, et avec tout ça, Arthur Vernon, s'ils ne font pas l'amour ce week-end, moi je ne sais plus quoi faire. Ils viendront à Sweet Paradise, voilà. Exactement, voilà. Allez, on fait une petite pause et nous allons rêver. C'est Rose qui va nous raconter son rêve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors Arthur Vernon, vous parlez beaucoup de fantasmes, vous évidemment, sur votre site mysweetfantasy.com. Et bien, on va parler du rêve. C'est pas la même chose que le fantasme. Le rêve, c'est toujours, ça parle de quelque chose qui est en nous, mais qui n'est pas tout à fait conscient. Et c'est souvent un peu difficile à tout analyser comme ça, parce qu'il y a plein de symboles dans les rêves. Et c'est Rose qui va nous raconter son rêve. Bonjour Rose. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Rose. Bonjour. Alors, allez-y, on vous écoute. Oui, alors je suis un peu... oui, alors j'y vais. Alors, il est un peu bizarre, j'en ai rêvé, j'ai rêvé cette nuit, en fait, donc il est tout frais, donc c'est plutôt sympa, parce que je peux le raconter. Et il est un peu... bizarre, je trouve. Donc en fait, ça a commencé dans un espace qui, on pourrait dire un restaurant plutôt cosy. Ouais. Avec, donc c'était, je suis un peu mal à l'aise de le dire, mais c'est vrai. Donc il y avait Cristiano Ronaldo et Cissé qui étaient assis, mais de manière un peu assis en tailleur, donc sur des coussins. Ouais. Il y avait beaucoup de monde, comme s'il y avait un grand repas. Et la table était basse, c'est-à-dire que les tables pour manger étaient basses. Donc c'était vraiment mais vous étiez assise... Non, alors moi non. Je suis arrivée dans cette pièce où les gens étaient présentés comme ça. Et moi j'étais plutôt bien habillée. Pour moi c'était une robe, puisque c'était assez long et ample. Élégante en tout cas. Voilà, tout à fait. Et en fait, j'ai vu l'enfant, pour moi c'était un garçon, de Cissé qui était en train de jouer de l'autre côté de la table, mais comme s'il était debout, mais vu sa petite taille, il était à peu près à la hauteur de la table basse. Et en fait, je me suis approchée tout naturellement dans cette ambiance qui était vraiment très, très belle et chaleureuse. Je me suis approchée, je me suis mis à genoux devant l'enfant et j'ai commencé à lui taper. C'était pas un jeu, mais c'était comme si on était en communion et on se tapait dans les mains. D'accord, oui. Et donc j'ai réussi à me baisser, malgré que ma robe était un petit peu ample, j'ai pas été gênée. Et en fait, Cissé m'a regardée et comme s'il acquiesçait que je jouais avec son enfant en fait. Et comme si c'était un moment vraiment où j'étais accueillie, en fait, tout se passait très bien. Mais il vous regarde très, très gentiment, enfin, je veux dire. Très gentiment. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que lorsque je suis apparue la première fois, lorsque j'ai vu la scène la première fois, j'ai vu sur le visage de Ronaldo, en fait, des tatouages en forme de fleurs, mais juste le contour noir des fleurs, en fait. Le visage était
tatouée de fleurs noires. Mais elle n'était pas remplie, en fait. C'était vraiment les traits des fleurs. Et là, je me suis dit, mais il est moche, en fait. Il est moche comme ça. Et ça ne m'a pas empêchée. Voilà, j'étais plus attirée par l'enfant, de jouer avec. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvée... Ronaldo était à côté de moi. Je me suis retrouvée debout, du coup. Il était à côté de moi. Et là, il avait plus de tatouage au visage. Mais par contre, il était tout nu. D'accord, oui. Donc, il était à côté de moi, tout nu. Donc, j'ai regardé et je lui ai caressé la fesse. D'accord. Et malgré tout, enfin, et après, on discutait comme si on était vraiment dans une conversation lambda. Moi, j'étais toujours habillée. Et là, par contre, je ne saurais plus dire s'il était nu ou pas, par contre. Et c'était un moment qui, pour moi, était... c'était un moment... doux. Chouette, oui. Ouais, super chouette en fait. Et complètement. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Parce que c'était vraiment. J'étais vraiment emportée. J'étais bien. Oui, et on entend. Complètement quelque chose de. Non, mais vous savez, les rêves sont souvent complètement abracadabrants. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que ce rêve était agréable. Hein. Oui, très. Et le pire, c'est que je suis pas du tout foot, pas plus que ça. Si c'est parce que voilà, c'était un grand joueur de foot, Ronaldo, c'est un grand joueur, mais c'est pas pour autant que je regarde des matchs de foot avec ses. Enfin. Et dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui aime le foot, Non, pas du tout. On va dire qu'une grande majorité de la famille ne regarde quasiment pas le foot, quoi. Sauf lors de grands événements et encore. Donc vous savez pas du tout ce qu'il faisait là dans votre rêve en fait. Il n'y avait aucun indice. Pas du tout. C'est ça le pire, c'est que pour moi. Alors moi qui connais pas du tout le foot, c'est également un joueur de foot. Les deux sont des joueurs de foot. Voilà, les deux sont Excusez-moi, je suis comme vous, Rose. Hein, d'accord. Donc là, ce serait intéressant quand même de comprendre quel est le symbole de ces deux joueurs de foot qui peuvent. Alors, est-ce que c'est en rapport au ballon? Est-ce que ils sont de la même de la même nationalité? Non. Parce que si c'est, je crois qu'il. Il est français. Ah, il est français, d'accord. Il est français et Ronaldo, je le sais très bien, il est portugais. Oui, donc il est de la même nationalité que vous quand même. Voilà. Et c'est quelqu'un de très célèbre. Donc c'est pas inintéressant, c'est peut-être juste ça qu'il faut aller chercher. Moi j'ai quand même l'impression que dans ce rêve, le fait que vous jouiez avec un enfant, alors il y a un petit peu que vous jouiez avec un enfant, moi ça me fait quand même penser à quelque chose qui serait en rapport avec un désir d'enfant ou en tout cas quelque chose en rapport avec je pense que cet enfant a une importance alors je ne sais pas qu'est-ce que ça éveille chez vous si je parle de votre par rapport à un désir et par rapport à l'enfant, qu'est-ce que vous pourriez me dire? J'ai pas eu le temps vraiment de me consacrer dessus, donc du coup. Non, mais je vous demande pas de vous consacrer sur votre rêve. Je vous demande juste de me dire si je vous parle de désir et d'enfant, ces deux mots, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ça aurait été sympa, mais que ça n'a pas pu se faire. On est d'accord, hein? Voilà. Et pourquoi ça n'a pas pu se faire? Et c'est peut-être là où il faut revenir sur le symbole de ces deux joueurs de foot. Alors là, je vois pas. Mais moi non plus, hein. C'est bien pour ça que je vous pose ces questions. Si j'avais la réponse. Et alors, il y a aussi ces histoires de fleurs noires qui seraient peut-être le seul symbole un peu négatif de ce rêve. Mais moi, en tout cas, je pense quand même que ce rêve vous indique qu'il est temps de faire vraiment ce que vous avez sans doute déjà fait, puisque ce rêve n'est pas angoissant, mais qu'il est temps vraiment de faire le deuil du fait que vous n'ayez pas eu d'enfant, et que quelque part vous êtes en train maintenant de faire quelque chose qui vous permet de faire ce deuil, justement, de ne pas avoir eu d'enfant. Est-ce que ça vous parle, ça? Non. Non plus. Bon. Non, parce que c'est pas quelque chose qui m'est... Enfin, comme si c'était quelque chose, voilà, qui a pas vraiment pu se faire.
sais pas, quelque chose sur lequel je m'étais investie. Je me suis dit, voilà, si l'occasion se présente. J'entends mais bien. après, le deuil de quelque chose que je n'ai pas forcément concrétisé comme un désir, je sais pas. Oui, j'entends bien, mais quelque part, ce rêve indique que vous pouvez vraiment passer à autre chose, en fait. Mais c'est là où je pense qu'il faudrait voir qu'est-ce que ça symbolise pour vous le foot ou le ballon ou la notoriété aussi, parce qu'ils sont deux joueurs vraiment de très forte notoriété. Vous êtes sportive ou pas du tout? Mais non, pas du tout. Et puis le foot, c'est pas mon... Non, mais ça j'ai bien compris. Mais voyez, il y a... Ou alors il faut chercher sur est-ce que vous avez quelqu'un de proche qui s'appelle Christian ou Ronald ou Non. Écoutez. Non, mais on va dire que par rapport à Cristiano Ronaldo, on a quand même quelque chose de... Voilà, c'est le Portugal, il y a quelque chose de... Voilà, mais hormis ça, je vois pas. Et puis si je vois pas du tout. Après, Cristiano Ronaldo, il représente aussi aujourd'hui une forme de fantasme très fort. Non, pas du tout, c'est ça le pire. Non, mais de façon générale, en tout cas. Peut-être, mais dans la société aujourd'hui, c'est un fantasme pour beaucoup de personnes. Il était aussi associé vraiment au désir. Ça fait partie des personnes vraiment qu'on peut retrouver. Oui, et puis il y a quand même... Bon, à un moment, vous lui caressez les fesses, donc voilà. Il y a quand même quelque chose... Oui, j'ai trouvé qu'il était quand même beau à voir. Malgré que c'est pas du tout... Votre style. Non, mais on entend bien que de toute façon, vous êtes très bloqué par rapport à ce rêve et en même temps, vous avez eu envie de nous le raconter. Donc, c'est pour ça que je... Et est-ce qu'il y a un deuil récent qui vous a touché? Non, ça me fait bizarre que ce soit un deuil de quelque chose. Je l'ai pas vu comme ça, moi. Non, mais moi je vous donne des pistes. Si elles ne vous parlent pas, c'est que ce ne sont pas les bonnes pistes. Hein. Je ne. J'ai pas de deuil récent. Normalement, le rêve, c'est à nous de l'interpréter. C'est pas à moi d'interpréter votre rêve. Vous comprenez bien. Donc moi, je vous donne des pistes. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'elles ne sont pas bonnes ou c'est que vous n'êtes pas encore prête à pouvoir les entendre. Le deuil de l'enfant, oui, peut-être. Mais comme quelque chose qui n'était pas. Mais c'est pas. Oui, mais vous m'avez dit non. Vous m'avez dit non il y a 3 minutes, Rose. C'est pour ça, parce que c'est pas quelque chose que pour moi voilà, c'est des petites choses, des petites comment dire, voilà, je sais que quand je vois des gamins ou des enfants, ça me fait toujours un petit truc au cœur, mais c'est pas que comme si c'était une blessure, je vais pleurer, je vais prendre... Non, pas du tout. Oui, mais là, c'est comme nostalgie, c'est tout. Après, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas que c'est une histoire que c'est pas grave, c'est que ça ne s'est pas présenté. J'en fais pas quelque chose. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Mais quand même, vous avez un peu. Peut-être le rêve vous indique qu'il est peut-être temps je sais pas, d'aller jouer au foot avec des enfants. Ce que vous voulez que je vous dise. Bon, écoutez, en tout cas, je vous ai donné des pistes. Vous savez, c'est à vous de chercher, Rose, maintenant. Qu'est-ce que vous metteriez comme mot à côté de ces différents symboles du rêve que vous nous avez racontés? En tout cas, vous êtes bien élégante. Et encore une fois, c'est un rêve qu'il faut accueillir parce qu'il n'est pas négatif. C'est un rêve positif. Mais je pense que vous êtes... Moi, j'aurais envie de dire comme ça, oui, tout simplement, vous pouvez tourner une page. Ça me semble assez évident, en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve pour le Love Conseil. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Arthur Vernon, voilà mon Love Conseil, on reste un peu dans le sujet du jour. Prenez votre temps pour votre plaisir, parce que c'est vrai qu'un des obstacles, c'est le manque de temps. Et donc quand on veut en couple faire l'amour tard, le soir, fatigué, finalement on est plutôt pressé de s'endormir. Oui, effectivement. Donc ça, oui, le temps est indispensable à un épanouissement sexuel. Voilà, donc faire l'amour, ça demande un peu d'attention, ça demande une écoute de son corps, de ses émois, et également une réceptivité à son partenaire. Donc je voulais juste vous rappeler qu'il ne faut pas hésiter à utiliser des rituels, il ne faut pas non plus oublier de se détendre avant. Et alors il y a plein de choses qu'on peut faire, par exemple boire ensemble un breuvage qui sera synonyme de plaisir. On peut prendre un bain ou une douche ensemble. Et je crois qu'il faudrait jamais faire l'amour sans être d'abord un peu relaxé. Mmh. Oui, bien sûr. Et sortir du quotidien, lorsqu'on vit en couple,
sortir justement de la promiscuité pour retrouver un moment d'intimité. On va pas au lit pour dormir et faire l'amour. C'est pas tout à fait la même. C'est pas tout à fait le même objectif. Donc voilà, essayez de vous détendre un peu. Prenez aussi un peu conscience de vos sensations et puis moi je dis souvent que par exemple de rester un petit moment face à face ou l'un contre l'autre pour se mettre au diapason avant même de commencer ce qu'on appelle les préliminaires, c'est déjà quelque part se respecter dans ce moment où qu'on va normalement passer agréablement ensemble. Se reconnecter, oui. Voilà, bon, et c'est vrai qu'on sait que les couples qui savent maintenir une bonne relation intime en dehors de la sexualité, c'est généralement des couples qui maintiennent une meilleure sexualité. Donc c'est important de le rappeler. Et l'intimité, ça veut dire on s'embrasse pas machinalement le matin pour se dire au revoir ou le soir pour se dire bonjour. Bien sûr. Oui, il y a une vraie intention derrière. Voilà. Exactement. Alors, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse aussi beaucoup, Arthur Vernon, et on va en parler avec Véronique Lefebvre des Noëttes qui nous a rejoint. Vous êtes l'auteur de ce livre « Mourir sur ordonnance » ou être accompagné jusqu'au bout, point d'interrogation. C'est aux éditions du Rocher. Vous êtes médecin. Oui. Alors déjà, bravo, parce que rien que l'introduction, on voit à quel point c'est un sujet qui vous touche et vous parlez donc de cette amie que vous avez accompagnée et de cette difficulté de communiquer avec le milieu médical alors que vous êtes pourtant médecin. Parfaitement. Alors c'était ma cousine Germaine et avec sa mort, puisque je l'ai accompagnée dans ses derniers instants d'un cancer qui a flambé au niveau du cerveau. Et j'étais en même temps sa personne de confiance et je n'ai jamais pu échanger avec le médecin oncologue qui s'occupait d'elle. Donc ce livre a été un cri de colère et un constat que, étant médecin, étant la personne de confiance de quelqu'un que j'aimais, proche, jeune, eh bien c'était pas possible de s'entendre sur la souffrance et la douleur. Elle n'a jamais voulu me regarder, elle était derrière son écran d'ordinateur et elle savait, et moi je ne savais pas. Et moi je savais que ma cousine souffrait. Et donc j'ai voulu absolument montrer qu'on n'est plus habitué à regarder la mort en face, l'agonie, ces derniers instants, qu'est-ce que ça nous évoque. Et les médecins sont maintenant dans une posture avec un écran, l'écran de l'ordinateur et l'écran de leur humanité. Et c'est tout de même très triste de voir que on fait médecine par humanité pour être auprès de ceux qu'on aime jusqu'au bout. Et puis on voit ce mur-là d'incompréhension. Donc j'ai voulu essayer de vous prendre par la main dans ce livre, vous qui nous écoutez, pour vous montrer qu'on peut faire autrement et qu'on doit faire autrement. Alors moi, sincèrement, j'ai trouvé votre livre très très chouette. C'est un sujet que j'aborde, qui pour moi assez important et qu'on devrait tous aborder. Je pense qu'on vivrait beaucoup, notre société irait beaucoup mieux si on était plus conscient qu'on de toute façon on va tous mourir. Moi, ça me fatigue beaucoup quand je pose la question à quelqu'un qui me répond moi j'ai pas du tout peur de mourir parce que c'est pas possible. On a évidemment c'est l'idée de la mort est de toute façon une idée qui ça fait partie de notre vie, c'est notre finitude. Mais c'est mal mourir que nous supportons pas. Et ça, je veux montrer qu'on peut mourir en étant accompagné dans des conditions dignes. Oui, mais il y a du boulot. Non, mais je rejoins. Je pense que c'est très utile d'en parler. Et effectivement, c'est un sujet tabou sur lequel il y a évidemment plein de difficultés sur la fin de vie, on va dire. Causé de façon volontaire, par opposition à laisser passer. Bon, moi, si je peux me permettre juste un message qui aussi sera personnel et qui sera militant et qui n'engage que moi, je pense qu'effectivement, chacun doit pouvoir disposer comme il le souhaite de la façon avec laquelle il veut mourir. C'est toujours très simple de le dire lorsqu'on est en bonne santé. Et qu'on n'a pas le couperet qui avance, mais en tout cas, même déjà vivre en bonne santé et en le sachant me fait sentir en meilleure santé que de ne pas le savoir et d'avoir l'angoisse de se dire ah oui mais peut-être qu'il y a une souffrance terrible, une agonie qui m'attend et que je n'ai pas voulu.
Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est très bien de regarder le sujet en face, cette convention citoyenne qui va certainement dans le bon sens. Surtout qu'on peut laisser la liberté à chacun. Bien sûr. Vous posez d'ailleurs cette question, plutôt mourir ou souffrir, après tout, à chacun de choisir. Si on a envie de laisser la souffrance gagner la bataille, c'est le droit ça devrait être le droit de chacun également aussi. Oui, mais ça implique un devoir du médecin en regard. Mais oui. Le médecin se doit d'apaiser les douleurs et les souffrances. D'ailleurs, j'ai un grand chapitre dans mon livre sur la douleur. Comment on va la grader, comment on va y répondre. Et c'est beaucoup plus ténu sur la souffrance. Elle est tellement subjective, de toute façon. Tout à fait, elle est complètement subjective, mais il faut s'habituer à la contrôler, à voir que l'on peut le faire jusqu'aux derniers instants, sans abrutir le patient, sans lui donner la mort intentionnellement, sans ce laps de temps qu'il y a pour cet accompagnement digne. Alors je suis surprise parce que la dernière enquête que j'avais lue, on était moins nombreux à mourir à l'hôpital. On est 60% maintenant à mourir à l'hôpital. Donc on voit bien que c'est une vraie question de société. C'est une vraie question. Alors que quand on demande où voulez-vous mourir, tout le monde dit mais chez moi. Chez moi avec mes proches. C'était comme ça avant. Absolument, tout à fait. Vous en parlez longuement également dans ce livre. Et alors il y a un truc qui m'a fait assez peur aussi, c'est cette fameuse capsule en 3D là. C'est quoi ce truc-là? C'est horrible. C'est terrible. On a toujours des savants fous. Moi j'ai la solution. J'ai la kill pill. C'est-à-dire la pilule pour vous suicider tout seul, la moderne solitude. Et puis j'ai cette capsule 3D qui va vous étouffer. Alors vous rentrez dedans, il y a un site sur lequel, alors c'est un prototype, c'est pas encore bien divulgué, mais on va voir si vous êtes habilité, si vous avez votre discernement avant de vous suicider tout seul dans cette capsule qui va vous envoyer un gaz toxique et vous allez mourir dans quand même d'atroces convulsions en 1 minute. Et on ne sait pas qui va gérer l'après. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire de cet outil? Alors c'est pas chez nous, mais c'est en Belgique, dans les Pays-Bas, dans les pays qui ont déjà proposé d'autres choses que nous en France. Généralement, en tout cas, ce qu'on entend beaucoup, notamment en Suisse, par exemple, on parle du fameux verre de jus d'orange souvent, c'est-à-dire que, et a priori, de ce qu'on raconte, c'est sans souffrance. Donc pourquoi quelqu'un irait choisir quelque chose avec un gaz et des convulsions plutôt que simplement boire un petit quelque chose? Et d'ailleurs, j'ai aussi un peu renseigné, il y a pas mal de personnes déjà aujourd'hui en France qui disposent de ce, entre guillemets, je ne sais pas comment on appelle ça, un médicament ou pas, enfin en tout cas de ce produit chez eux, ce qui est totalement interdit, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a même des descentes de police, il y a des perquisitions, il y a des personnes qui ont des problèmes avec la justice parce qu'elles détiennent chez elles ce produit qui est interdit en France. C'est pas parce qu'elles le détiennent chez elles, c'est parce qu'elles l'ont fait venir de façon illégale. Mais on a vu que, alors c'est un médicament, mais le médicament, vous savez, c'est un pharmacon. C'est-à-dire à la fois un médicament qui apaise, mais à la fois un produit toxique. Il faut faire très attention à la dose. Donc c'est un médicament que les anesthésistes connaissent très bien, pas total, que l'on peut administrer ou non à dose létale. Et on s'est aperçu, et j'en parle dans mon livre, que dans l'Oregon, par exemple, où l'euthanasie est tout à fait légalisée, si les personnes se sont procurées légalement aux États-Unis ce produit, eh bien, elles ne le prennent pas finalement. Mais oui, bien sûr. Ça les rassure de l'avoir. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. On peut tricoter une relation de confiance, un accompagnement comme ça. En tout cas, Véronique Lefebvre des Noëttes, vous soulevez toutes les questions qu'on peut se soulever justement sur cette question-là, et il est temps en effet que, il me semble que on se mette d'accord. Et je trouve que vous évoquez aussi la question de la spiritualité. Oui, ça me paraît très important. Oui, moi je pense aussi, parce que il faut donner du sens à sa vie, et peut-être qu'à un moment donné, si la vie n'a plus de sens, à ce moment-là, peut-être qu'il est bien de se préparer à mourir au fond. Absolument. Je sais que vous êtes très intéressé par cette question de la spiritualité. Et je trouve ça formidable. On est dans la pulsion de vie et la pulsion de mort, la sexualité et la mort. Et il y a une transcendance. Et à l'hôpital, c'est une transcendance qui est horizontale. C'est le soignant qui va vers la personne souffrante. Mais on a besoin de ce sens à donner. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la kill pill chez moi et de la prendre, ou prendre mon verre de jus d'orange tout seul? Ce n'est plus possible. Donc on a besoin de penser l'autre et
d'aborder cette question-là, même si je travaille dans un hôpital public, ça m'aide beaucoup à aborder ces derniers instants avec mes malades très âgés dont je prends soin. Et alors, franchement, j'ai apprécié votre livre parce que vous soulevez plein de questions. Et moi, ça m'a soulevé une question quand vous parlez en Suisse, justement, Véronique Lefebvre des Noëttes. En Suisse, quand quelqu'un vient pour se faire euthanasier, utilisons le mot, qui a plus de 85 ans, on lui pose pas de questions. Et je trouve ça assez terrible parce qu'on peut avoir un moment de déprime à 86 ans, qui n'est pas forcément non plus un désir de mourir. Ce serait bien quand même de lui poser quelques questions, non? Absolument. Alors en Belgique, c'est l'euthanasie. En Suisse, c'est le suicide assisté. C'est différent. Excusez-moi. Et pour moi qui suis psychiatre, c'est encore pire le suicide assisté parce que je passe ma vie à lutter contre le suicide auprès des personnes âgées qui ont ce que vous dites, cette perte de sang, cette fatigue de soi. Mais lorsqu'elles me rencontrent et qu'on prend en soin cette dépression, elles n'ont plus du tout envie de mourir. Donc, quand vous avez affaire à des médecins qui disent « Oh, à partir d'un certain âge, eh bien, je me pose même pas la question, j'y vais. Je l'euthanasie ou je prescris. » Surtout qu'on sait que passé un certain âge, on peut déprimer, justement. Absolument, parce qu'on n'a plus de sens à sa vie. La Covid a été grande pourvoyeuse de ça. Une vie sans voir les miens, une vie cloîtrée, c'était quelque chose d'insurmontable qui a donné des syndromes de glissement. Et dès qu'il y a eu de nouveau la vie, les permissions, les visites, on a vu nos personnes âgées réémerger. Donc, qu'est-ce que c'est que cette société qui finalement nous dit tout le monde est pareil. À partir d'un certain âge, vous n'êtes plus moi rien, alors qu'il s'agit de la casuistique, de la singularité de chacun. Et c'est ça que je propose de découvrir avec moi dans ce livre. Oui, je pense qu'en fait, ce sont des questions que peu de gens ont vraiment la possibilité de se poser tellement la mort a été éloignée de la vie depuis les années 60, vous le dites bien, et on voit bien que c'est depuis les années 60 que le monde a basculé dans un système de l'avoir et qui oublie l'être, en quelque sorte. Parce que finalement, c'est bien cette question-là qui nous appartiennent, à nous, être vivants, de partager ensemble. Et je vous remercie beaucoup de me recevoir pour parler de ce problème tabou, vous l'avez dit, que la société ne veut pas voir, que les personnes en fin de vie redoutent, mais nous sommes là. Et je veux apporter un message qui est fort, c'est-à-dire que les souffrances et les douleurs, on peut les apaiser. On a déjà une loi qui nous permet de le faire, de sédater pour un soin difficile, par exemple. Je parle aussi beaucoup des soins palliatifs qu'il faudrait développer en France, ce qu'a dit la Convention citoyenne, ce qu'a dit récemment le CESE. C'est quelque chose de très important qui est ce maillage, qu'on ait confiance en l'autre. Et qu'on ne soit pas juste sur une prescription, vous prenez pas le produit létal sans avoir quelqu'un que vous aimez à côté de vous. Ce que je trouve très bien, moi je me suis fait opérer récemment à cause d'un accident. On nous fait signer maintenant, et ça je trouve ça très bien. Donc on avance quand même. C'est-à-dire qu'on a le droit de refuser évidemment l'acharnement thérapeutique, etc. Absolument. Depuis la loi de 2005 de Leonetti et la loi de 2016 de Leonetti, c'est extrêmement important. Mais c'est bien, vous êtes en capacité d'ériger vos droits. Mais imaginez une personne âgée qui n'est plus en capacité. Imaginez un malade psychiatrique. Bien sûr. C'est ça qui est très compliqué. En tout cas, c'est un livre qui pourrait vous aider à réfléchir sur cette question, Mourir sur ordonnance. C'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup Véronique Lefebvre des Noëttes. Merci beaucoup. Merci. On fait une petite pause et puis on va continuer avec un petit test et Kevin. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous allons conclure avec un petit test assez amusant, je pense. Arthur Vernon, c'est Kevin qui accepte de jouer le jeu. Bonjour Kevin. Et bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Kevin. Alors vous allez voir, c'est assez facile. Arthur, vous pouvez aussi vous amuser si vous voulez. Je vais vous donner 20 noms, enfin 40 plus exactement. À chaque association, vous me dites si vous préférez le A ou le B. Donc c'est simple. Je vais vous donner 2 noms et puis vous me dites si vous préférez le premier ou le deuxième. Vous avez compris, Kevin ? Parfait. Bon, par exemple, si je vous dis, est-ce que vous préférez Brigitte ou Arthur Je suis hétéro. Non, mais il faut me répondre l'un des deux. Donc, vous me choisissez moi. Donc, vous voyez, vous avez choisi Brigitte, donc c'était le premier, donc c'est A. Et si vous aviez choisi Arthur, c'était B. Donc ça, c'était juste pour qu'on voit que tout est bien compris. Alors, moule ou frites ? Moule. Couette ou queue de cheval ?
Queue de cheval. La bourse ou la vie? La vie. Titi ou gros minet? Gros minet. Gros minet. Penalty ou coup de boule? Penalty. Cigare ou pétard? Cigare. Dinde de Noël ou œuf de Pâques? œuf de Pâques. Cru ou cuit? Cuit. Marseillaise ou God Save the Queen? God Save the Queen. Pénicilline ou paracétamol? Paracétamol. Pique-niquer ou paniquer? Pique-niquer. Gingembre ou ginseng? Gingembre. Tronçonneuse ou marteau-piqueur? Tronçonneuse. Cuit ou kiki? Cuit. Abricot ou prune? Abricot. Bouche en cœur ou coup de poule? Bouche en cœur. Charles de Gaulle ou Napoléon? Oh là, Napoléon. Libertaire ou libertin? Libertaire. Georges ou Robert? Robert. À poil ou à plume? À plume. Voilà. Donc, je suis sûre qu'Arthur a compris le principe du jeu. Hein, non ? Oui, c'est très amusant. Oui. C'est amusant parce qu'en fait, Kevin, vous n'avez pas compris visiblement le principe du jeu, mais c'est bien, c'est justement pour ça que c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est un test qu'on peut faire à son partenaire ce week-end. À chaque fois, il y a un mot qui est plus connoté sexe que l'autre. Et donc, je vais voir maintenant si vous avez si vous avez plutôt tendance à penser tout le temps au sexe ou pas. Vous voyez ? Alors, on va compter 1 point si vous avez répondu A aux questions. Alors, 1 point, ça fait 1 déjà. Là, non. Attendez, il faut juste que je calcule. Le 6, vous avez répondu en effet A. Le 8, non. Ensuite, le 10, non. Le 11, oui. Le 12, oui. Le 15 aussi. 17, non. Et le 20, non. Donc vous avez 5 sur 5 sur 20. Hein, donc vous avez 7 points ou moins. Donc en effet, il n'y a rien de bien sexuel chez vous. Hein, vous avez plutôt intérêt à jouer sur la carte romantique si vous avez envie avec votre partenaire. Hein, parce qu'en effet, alors ça ne vous empêche pas d'être tendre, mais vous n'êtes peut-être pas très apte à fantasmer en fait. Voilà le résultat du test, Kevin. Alors c'est vrai que je pense que je suis quelqu'un de très romantique, donc ça me définit bien. Eh ben voilà, vous voyez. Hein, et c'est vrai que je laisse pas trop lieu au fantasme parce que ma vie est assez pas métro boulot dodo, mais voiture boulot dodo. Donc c'est un peu triste, mais bon, ça définit bien qui je suis. Mais de temps en temps, assez rarement, pourquoi pas laisser un peu de fantasme. Mais c'est vrai que c'est la vie d'un homme comme tout le monde, peut-être. Voilà. Oui, non, mais c'est bien. Cela étant dit, là où je me suis peut-être trompée dans le calcul, c'est que je crois que si vous avez répondu B à certaines questions, c'était bon, mais en fait non, je crois pas, hein, puisque 1, 2, 3. Alors je refais parce que je crois que 3, 4. Non, je pense que c'est bon. Hein. 4, 5. Oui, non, c'est bon. 6. Non, on arrive peut-être un petit peu, mais enfin, de toute façon, on arrive de toute façon pas suffisamment pour considérer que vous êtes. Non, vous avez 7 points maximum. Donc, vous êtes en effet un grand romantique, mais enfin, de toute façon, vous venez de me le confirmer, hein, donc voilà. Mais à la limite, je dirais presque qu'on peut s'inventer ce test-là, hein, Arthur Vernon, vous avez bien compris le principe. Hein. Parce que, par exemple, quand vous me dites plutôt Napoléon que Charles de Gaulle, Napoléon, il n'y a rien de sexe, vous voyez, dans son nom, Kevin, tandis que Charles de Gaulle, il y a la Gaule. C'est vrai. Vous voyez, et c'est ça l'intérêt quand on dit à poil ou à plume. Si vous choisissez les plumes, c'est moins sexe que à poil. Hein. Mais ça, je crois qu'Arthur avait tout de suite. Vous avez tout de suite. Dans chacune, effectivement, abricot ou prune, c'est pareil, il y a des connotations.
Voilà, et QI ou Kiki, c'est forcément le Kiki, le petit Kiki, c'est le surnom qu'on donne au sexe de l'homme. Dinde de Noël ou œuf de Pâques, il fallait choisir la dinde de Noël, puisque c'est la dinde qui a une connotation sexuelle. Alors par contre, Marseillaise ou God Save the Queen, God Save the Queen, il y a le God dedans, et en effet, il fallait choisir le God, voilà. Je vous donne un peu l'explication du test que vous avez fait, voilà. Mais je ne pouvais pas le donner avant, parce que sinon ce n'est plus un test. Merci en tout cas, Kevin. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Écoutez, je crois qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que la libido de nos auditeurs ce week-end soit au beau fixe, Arthur Vernon. On l'espère. Et puis sinon, il vous reste à peut-être aller sur le site de Arthur Vernon et de Flore Chéry, je rappelle, mysweetfantasy.com. Sur ce site, d'abord, vous pouvez lire, je suppose, les fantasmes des autres. Quelques-uns qu'on met, effectivement. Parce que là, ça permet aussi de faire fonctionner l'imaginaire de pas mal de gens. Et puis sinon, allez au Sweet Paradise, 12 rue Marie Stuart dans le 2e. C'est à partir de quelle heure tous les jours ? C'est tous les jours de 15h à minuit. 15h à minuit, et puis... Voilà, on peut réserver même sur des sites très traditionnels comme Billets Réduc. Vous allez sur Billets Réduc, vous tapez Sweet Paradise, vous avez tous les spectacles qui s'affichent, et puis en fonction du jour, comme ça vous pouvez le sélectionner, ou aller sur notre site internet sweetparadiseparis.com, vous avez évidemment toutes les informations. Bon, et puis si vous n'êtes pas content de votre sexualité ce week-end, restez à l'écoute lundi, puisqu'on va voir ce que c'est qu'un bon amant. Et donc, on pourra vous donner quelques conseils pour que ça aille mieux durant la semaine prochaine. Voilà, on sera avec Vincent Hupertan pour ce sujet-là. Un bon amant, vaste question. Il faut déjà, peut-être que la première qualité d'un bon amant, c'est de se renseigner sur ce qu'aimerait sa partenaire. Oui, une bonne écoute, en numéro 1. Certainement. Je crois, et il me semble que beaucoup de femmes seraient d'accord avec tout ça. Et puis tout de suite, bien sûr, vous retrouvez C'est votre avenir. Je vous souhaite à tous un week-end avec plein de libido. Voilà.